réalité, on l'a déjà vu pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont été dévoyés très rapidement par des leaders très antisémites. Donc, on devrait mettre ces désinformateurs publics devant leurs responsabilités. Vraiment, alors il a une responsabilité politique et j'espère qu'un jour ce gouvernement sera sanctionné. On espère tous que les midterms américains vont remettre un peu d'ordre. Mais sincèrement, s'il y a des enfants qui meurent aux États-Unis de rougeole, de méningite ou de Covid parce qu'il aura tenu ces propos-là, j'espère qu'un jour il y aura des parents. J'espère qu'il y aura des parents qui l'attaqueront en justice. Parce que en réalité, c'est ce qui m'a frappé pendant le Covid, en fait. Les antivax qui prônent de ne rien faire et que c'est dangereux, etc., ne prennent aucune responsabilité. Si des gens meurent à cause de leur discours, en réalité, ils ne sont jamais mis en cause. Alors qu'un gouvernement, quand il prône la vaccination, il prend ses responsabilités, il prend des risques politiques, il prend des risques judiciaires, je l'ai bien vécu, et donc il assume quelque part sa prise de risque quand il prône quelque chose qui est bon pour la santé publique. Les désinformateurs ne risquent rien et c'est ça qui me choque aujourd'hui. Je reçois tous les jours des dizaines et des dizaines de messages sur Twitter, soit simplement sur mon incompétence, soit de la théorie du complot, j'aurais empêché l'hydroxychloroquine de sauver des millions de Français, enfin bon bref, soit antisémite, clairement. Et je pense qu'au Moyen-Âge, on m'aurait brûlé comme une sorcière. J'en suis persuadée. D'alarme, en fait, vraiment des systèmes de défense cellulaire. C'est pour ça que l'approche vaccinale à ARN messager n'est pas bonne du tout. On sait que ça active potentiellement des récepteurs qui ont été identifiés. Ce sont des récepteurs qu'on retrouve sur des cellules de l'immunité innée. Vous avez un récepteur qui s'appelle TLR3, Toll-like récepteur 3. Vous avez un récepteur qui s'appelle TLR7. Vous avez un autre qui s'appelle TLR8. Vous avez un récepteur qui s'appelle RIG1. Vous avez un récepteur qui s'appelle MDA5. Tous ces récepteurs, en fait, sont capables potentiellement de reconnaître des ARN messagers ou des ARN double brin. Voilà. Et donc, ça réveille en fait des systèmes de défense de l'organisme. Après, il y a un gros problème avec ces ARN messagers parce que on va vous injecter une certaine dose d'ARN messager dans les vaccins. Hein. Par exemple, quand on vous injecte le Comirnaty, la forme adulte, on vous injecte 30 microgrammes d'ARN. Ça correspond à 14 000 milliards de molécules d'ARN. Si vous avez entre 6 et 12 ans, on va vous injecter 10 microgrammes, et si vous avez entre 6 mois et 5 ans révolus, on va vous injecter 3 microgrammes, c'est-à-dire soit le tiers de la dose, soit le dixième de la dose. Si on vous injecte le Spikevax de Moderna, là, on vous injecte 100 microgrammes. Ça correspond à 47 000 milliards de molécules d'ARN. Vous voyez le nombre de molécules, c'est extrêmement important. Quand on vous injecte une dose fixe d'ARN messager, à ce moment-là, vous n'allez pas nécessairement produire la même quantité de protéines spike, justement, qu'une autre personne. C'est-à-dire que ça va dépendre des personnes. Donc, on contrôle pas, en fait, la production de la protéine antigénique. Ça va être variable suivant les individus. Normalement, ça devrait être bien calibré. On devrait avoir une dose comparable. Et ben là, ça va dépendre des personnes. Donc, on ne contrôle pas, justement, la production de la protéine antigénique. Après, on ne contrôle pas la dégradation, c'est-à-dire le catabolisme de l'ARN messager et également du produit de l'ARN messager, c'est-à-dire dans ce cas-là, ce sera la protéine spike. On sait, par exemple, que maintenant, on a identifié de l'ARN messager qu'on peut retrouver plus de 3 ans après l'injection vaccinale. Et on peut retrouver de la protéine spike vaccinale plus de 3 ans après l'injection. En fait, on est à 3 ans et demi. Hein. Donc, l'histoire d'une dégradation au bout de quelques heures de l'ARN messager vaccinal, c'est complètement faux. Hein. Et le fait que l'ARN messager, que l'injection vaccinale reste dans le muscle deltoïde, en fait, tout était faux. Hein. En fait, vous voyez que cet ARN messager a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est trop stable. Il est extrêmement stable et donc il a une demi-vie qui est très très élevée, mais il n'y a pas que ça. Et puis vous avez aussi les nanoparticules lipidiques qui sont associées, qui ont une demi-vie très très élevée. Vous avez certaines nanoparticules lipidiques, c'est 40 jours de demi-vie. Enfin, vous voyez, ce sont des molécules qui sont aussi délétères. Donc, on contrôle pas
la quantité d'antigène qui est injectée. Après, donc, on ne contrôle pas le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation de cet ARN messager, et également la dégradation du produit de la traduction de cet ARN messager, c'est-à-dire de la protéine spike modifiée. Après, on ne contrôle pas la biodistribution, c'est-à-dire là où va aller l'ARN messager et où vont aller les nanoparticules lipidiques. On sait que les nanoparticules lipidiques vont partout. On les retrouve en forte concentration dans la rate, dans les organes reproducteurs. C'est capable de franchir la barrière hémato-encéphalique et donc d'accéder au cerveau. C'est capable de franchir la barrière placentaire. Voilà, donc pour les femmes enceintes, donc c'est quand même très problématique. Voilà. Vous avez donc ces molécules qui peuvent se promener et donc on ne contrôle pas justement cette biodistribution. Après, ce qu'on ne contrôle pas non plus, c'est la biodistribution donc des nanoparticules lipidiques qui peuvent parallèlement aux ARN messagers et aux produits donc des ARN messagers. Après, ce qui est très grave, c'est que parmi les nucléotides de l'ARN messager, ils mettent systématiquement un analogue du nucléotide, c'est-à-dire que les nucléotides, il y a AUGC. Il y a 4 nucléotides justement dans l'ARN et il y a 4 nucléotides dans l'ADN. Mais il y a juste une substitution du U par le T justement dans l'ADN. Alors c'est problématique parce qu'ils ont modifié l'uridine par la méthyl-1-pseudouridine. Donc c'est-à-dire que dans les ARN messagers Comirnaty et Spikevax, ils ont remplacé tous les U par une méthyle, par un 6, c'est la méthyl-1-pseudouridine. Alors pourquoi ils ont fait ça? Normalement, ils sont censés avoir fait ça, justement, pour moins stimuler l'immunité innée. Parce que ils ont remarqué que quand on produit un ARN messager avec une méthylène-pseudouridine pour remplacer les uridines, ça stimule moins l'immunité innée. Pourquoi? C'est parce que on fabrique aussi des pseudo-uridines, c'est-à-dire qu'on a certains dérivés, notamment dans les ARN justement ribosomaux, où on peut avoir des dérivés pseudo-uridines. C'est probablement la raison justement qui fait que le système immunitaire est moins stimulé justement par la présence des méthylènes pseudouridines. Le seul problème, c'est que ces méthylènes pseudouridines, en fait, c'est une cochonnerie. Ça a été mis au point justement par ceux qui ont eu le prix Nobel, entre autres, mais c'est une cochonnerie parce que il n'est pas bien reconnu par les ribosomes. C'est-à-dire que la machinerie cellulaire de traduction n'est pas capable de bien reconnaître une méthylène pseudouridine, et ça avait été démontré bien avant 2019, donc la pandémie de SARS-CoV-2. 10 ans avant, il y avait des travaux qui montraient que les méthylènes pseudouridines et les dérivés pseudouridines rencontraient des problèmes de traduction. Pourquoi? Parce que un ribosome qui lit, en fait, c'est une tête de lecture qui lit l'ARN messager, il lit des triplés de nucléotides. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, le Comirnaty ou le Spikevax, ils ont 4300 nucléotides. Et donc, il y a 4 bases. La méthylène pseudouridine, elle représente plus de 1000 bases. Ça veut dire que, en fait, quand il y a la lecture par le ribosome de cet ARN messager, il peut se planter 1000 fois, puisqu'il va rencontrer plus d'un millier de fois, en fait, la méthylène pseudouridine. Et une fois sur 10, quand il rencontre la méthylène pseudouridine, il y a un saut du cadre de lecture. C'est-à-dire, le ribosome ne le reconnaît pas bien, et du coup, il saute le nucléotide et il passe au triplet suivant. Mais du coup, comme la lecture par le ribosome d'un triplet correspond à l'insertion d'un acide aminé, ben, quand il décale justement le cadre de lecture, il lit un triplet de nucléotides qui est différent, et donc il va incorporer un acide aminé qui n'a rien à voir avec l'acide aminé qu'il devrait incorporer. Il y a donc une erreur du cadre de lecture parce que le cadre de lecture a été décalé de plus 1. Et ça se produit une fois sur 10. Donc vous voyez, il y a plus de 1000 pseudouridines, donc vous voyez déjà qu'il y a des cadres de lecture, pas mal de cadres de lecture qui sont sautés lors de la lecture de l'ARN messager par les ribosomes. Mais quand ils se trompent pas, c'est-à-dire quand ils sautent pas le cadre de lecture, à ce moment-là, ils se trompent d'acide aminé très fréquemment. C'est-à-dire qu'il lit mal le triplet de nucléotides et donc il va incorporer un acide aminé qui n'a rien à voir avec l'acide aminé qu'il aurait dû incorporer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le code génétique est dégénéré, ça veut dire que des triplets de nucléotides différents peuvent coder pour le même acide aminé. Voilà. Et ils ont utilisé ça aussi dans le vaccin Comirnaty.
c'est-à-dire qu'ils ont changé des nucléotides pour mettre un maximum de nucléotides C et G quand c'était possible, sans modifier justement l'insertion de l'acide aminé. C'est-à-dire que quand ils voient grâce au code génétique dégénéré, qu'on peut modifier un nucléotide, le remplacer par un C ou par un G, par une cytosine ou une guanine, sans modifier l'incorporation d'acide aminé, à ce moment-là, ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que les couples CG sont liés entre eux par 3 liaisons hydrogènes, alors que les autres, A et U, sont liés par 2 liaisons hydrogènes. Et comme ils ont voulu stabiliser au maximum l'ARN messager, ils ont mis le maximum de C et de G dans la structure. C'est-à-dire ils ont vraiment bidouillé cette structure. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il a été donc montré formellement qu'il y avait donc des décalages du cadre de lecture. Ça a été publié dans un article de Nature qui est sorti le 6 décembre 2023. Et normalement, ils auraient dû tout arrêter. Toutes les injections vaccinales, ils auraient dû l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré par A plus B, de façon formelle, qu'il y avait des erreurs de lecture. Ils l'ont même montré in vivo, chez l'homme. Ils ont été obligés de prouver qu'il y avait effectivement ce saut de cadre de lecture lors d'une injection vaccinale chez l'homme. Donc ça, ils l'ont prouvé. Et alors, il y a des répercussions énormes à ces sauts du cadre de lecture. Parce que quand le ribosome ne lit pas bien la méthylpseudouridine et qui saute le cadre de lecture, à ce moment-là, tous les triplés nucléotides qui vont être lus en aval vont correspondre à des acides aminés différents de ceux de la protéine spike. Ça veut dire que vous allez avoir une production de protéines spike et parallèlement la production d'une multitude de protéines qui n'ont rien à voir avec la protéine spike. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez produire une multitude d'antigènes. Vous n'allez pas produire que la protéine spike modifiée sur les résidus de proline en position 986-987, mais vous allez produire un tas de protéines inconnues. On appelle ça des protéines hors cible, des protéines aberrantes ou des protéines fantômes. Et donc, il y en a un nombre incalculable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas ce qui va être produit avec cet ARN messager. Et ça a vraiment été prouvé de façon formelle. Et ça avait même été prouvé auparavant qu'il y avait des erreurs justement de lecture par les ribosomes des dérivés de nucléotides de façon formelle parce qu'il existe 3 codons stop. C'est-à-dire que quand les ribosomes lisent un ARN messager, il y a 3 codons stop. UAG, UGA et UAA. Quand il voit ces codons stop, normalement, il arrête la synthèse de la protéine. Il considère que c'est la fin, ce sont des codons stop. Et en fait, ces 3 codons stop ont un U. Ils ont tous un uracile. Et donc, ils ont modifié ce U, et à chaque fois, ils ont vu que le ribosome ne s'arrêtait pas. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de reconnaître un codon stop. Donc, c'est cohérent justement avec le fait justement qu'il ne reconnaît pas bien les méthylpseudouridine. Donc, ces dérivés n'auraient jamais dû être utilisés pour une approche vaccinale ou une autre approche. Et il faut savoir qu'on les utilise encore aujourd'hui, même pour les nouveaux vaccins, parce qu'à l'horizon 2030, il est prévu de remplacer tous les vaccins actuels par des vaccins à ARN messager. Il y en a à peu près 120 en médecine humaine et le reste en médecine vétérinaire. Même les vaccins à ARN messager auto-amplifiants dont je vais parler tout à l'heure ont également ce dérivé méthylpseudouridine. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres dérivés aussi potentiellement sur d'autres nucléotides qui ont été aussi élaborés, qui peuvent être utilisés potentiellement dans ces ARN messagers. Donc vous voyez, c'est un autre problème, c'est le problème justement du fait qu'on va produire une multitude de protéines inconnues. Et alors c'est dangereux parce que ces protéines inconnues, elles vont stimuler également le système immunitaire comme la protéine spike modifiée. Et en cas d'immunoréactivité croisée, c'est-à-dire que vous allez produire par exemple un anticorps qui va être dirigé contre une protéine inconnue, mais si cet anticorps est capable de reconnaître une autre protéine du soi, une protéine qui se promène dans notre organisme, et ben ça peut pouvoir entraîner des troubles métaboliques. C'est-à-dire que c'est très dangereux. En fait, on joue à la roulette russe, quoi. C'est-à-dire qu'on produit des tas de molécules dont on ne sait pas de quelle nature elles sont, on ne connaît pas leur structure primaire, c'est-à-dire on ne connaît pas leur enchaînement d'acides aminés, mais on sait que de toute façon, ça va stimuler le système immunitaire et donc ça peut être que délétère. Il peut y avoir que des... Voilà, alors c'est un peu technique, mais les éléments qu'apporte Jean-Marc Sabatier sont des éléments et des arguments scientifiques, de nature scientifique. Et on aimerait que Agnès Buzyn, celle qui a fait la promotion de la vaccination et qui continue à la faire je dirais, dans une impunité totale, compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui, parce que ça y est, aujourd'hui,
il y a des éléments tout à fait fiables et scientifiques qui prouvent que cette vaccination est délétère et qu'il y a eu des effets secondaires. C'est-à-dire il y a des gens qui sont soit malades, soit ils sont morts à cause de la vaccination. Et cette responsabilité, bien entendu, la responsabilité, elle devrait être normalement portée par tous ceux qui ont fait cette même promotion de la vaccination, sans avertir la population qu'il pouvait y avoir des effets secondaires. Alors, pour mieux se défendre, tu stigmatises l'autre en lui disant qu'il est antisémite, par exemple. Donc c'est une manière de faire qui est malhonnête, évidemment, qui est diffamatoire et qui commence même à m'agacer moi personnellement, car j'en ai marre qu'aujourd'hui, on se victimise systématiquement quand on n'a pas d'argument. On se victimise, si tu es de confession juive, eh bien tu vas te victimiser en disant que on vient t'attaquer, on vient te contredire parce que tu es antisémite. Alors que là, on voit bien que c'est pas le sujet il est de nature scientifique et qu'on attend simplement que s'il y a une controverse, elle se fasse sur ce plan-là et non pas sur le plan de la polémique facile qui consiste à détruire son adversaire en le stigmatisant et en le marginalisant par ce type de propos. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.